développer, on le verra plus tard, dans le cadre d'un projet plus large qui est le projet FACT mené à l'IRT Jules Verne. Donc, je vais revenir extrêmement rapidement en termes d'introduction sur le procédé donc, de FDM ou FFF. Donc, évidemment, je ne rappellerai pas le principe, simplement que c'est une superposition de filaments polymères, alors renforcés ou non de fibres courtes ou continues. Les avantages principaux sont d'une part sa flexibilité, comme vous le savez, notamment la possibilité de faire des formes complexes. On peut également noter la possibilité d'avoir une procédure très rapide qui va de la conception jusqu'à la production, avec tous les outils qui vont bien. Et puis, ce qui n'est pas aussi inintéressant, voire même très avantageux, c'est l'absence de gros outillages de type moule, contrairement à des procédés tels que l'injection ou bien encore le RTM, entre autres. Quelques limites cependant, on peut noter que la plupart du temps, le FDM va se limiter à des pièces de petite ou de moyenne dimension, que du coup le temps de fabrication peut parfois paraître un petit peu long et je dirais peut-être surtout des problèmes de résistance mécanique qui sont souvent plus faibles dans la direction verticale, donc dans la direction de l'empilement des filaments, ce qui est une des grosses limitations qu'on essaye de surmonter, notamment pour les industriels. Alors, les applications, elles sont très nombreuses, vous le savez, aussi bien des pièces de structure pour des vélos ou autres, on va jusqu'à des pièces qui peuvent aller, qui vont être biocompatibles pour le corps humain, du design, du prototypage, maquettage, et puis un petit clin d'œil à Nantes avec la société Batiprint qui alors, ne fabrique pas des maisons avec des filaments de polymère, mais bon, c'est quand même des formulations de béton. Et donc ça, c'est quelque chose qui est en cours au niveau de la région ouest de Nantes. Les matériaux utilisés, ça on en a déjà parlé ce matin, donc du PLA, de l'ABS, du polycarbonate, donc ça c'est très classique, mais on va aussi on se dirige vers des matériaux plutôt de type polyaryléthylcétone pour des applications aéronautiques. Et notamment, c'est une source d'intérêt de la part d'Arkema. Alors, dans ces cas-là, pour ces types de matériaux PIC-PEC, on a une nécessité d'avoir une chambre chauffante pour pouvoir réussir l'impression de ce type de matériaux. Alors, comme je le disais, cette thèse se trouve à l'intérieur d'un projet plus global qui est le projet FACT, géré par l'IRT Jules Verne. Dans ce projet, on va avoir une composante FFF et puis une composante laser sintering. Donc, nous, on se concentre sur la partie FFF avec la société Tobeca qui a livré une grosse machine qui permet de faire des pièces de 600 cm3. Et également, on travaille l'IRT Jules Verne travaille avec EOS, donc société allemande pour toute la partie laser sintering. Donc, les matériaux d'intérêt ici sont les PAEK, avec leurs composites associés, avec des petites fibres de carbone notamment, et tous les industriels, évidemment, ont des intérêts pour des applications aéronautiques. Et nous, l'objectif, c'était vraiment d'aller approfondir la problématique des transferts de chaleur et aussi un petit peu de l'adhésion des filaments dans ce procédé de dépôt de filaments. Alors, les transferts de chaleur dans le procédé FFF, ils sont très nombreux. On va voir de la conduction, du rayonnement, alors, un petit peu, et puis de la convection. Donc là, j'ai essayé un petit peu de regrouper les différentes configurations. Donc, de la conduction au niveau de l'extrudeur, entre filaments, de la convection entre les filaments et puis l'air de la chambre, transfert également conductif entre le plateau chauffant quand il y en a besoin d'un et puis les filaments. Bon, les pertes thermiques, alors en général, pour beaucoup de polymères, on n'est pas sur des hautes températures, donc elles sont négligeables. Quand on va sur des matériaux plus techniques, on monte vers des 200-250 degrés en température de chambre. Bon, le rayonnement n'est pas forcément le transfert dominant et bon, souvent on essaye de prendre ça en compte au travers d'un coefficient d'échange global.
Le dernier point ici qu'on peut souligner, c'est la thermique liée à la cristallisation. Quand on a un polymère semi-cristallin, on dégage de la chaleur. Et alors, pour les PAEK, il faut dire qu'on est à des enthalpies de cristallisation qui sont au mieux à 30 joules par gramme. Donc, très souvent dans la littérature, on va négliger cet aspect-là, mais en toute rigueur, évidemment, on devrait tenir compte de la température, de l'élévation de température que cela peut provoquer lorsque l'on dépose les filaments. En tout cas, les transferts de chaleur sont extrêmement importants à maîtriser parce qu'ils vont conditionner la qualité de la pièce que l'on fabrique, notamment en termes d'adhésion. Alors, si on veut rapidement balayer ce qui se passe dans la littérature en termes de transfert de chaleur, on va trouver différents types de modélisation. Alors, sur des modèles extrêmement simples de type 1D, donc qui va être le modèle dit à ailette, où là, par le biais d'hypothèses, alors certes qu'on peut considérer un peu simplificatrice, on va avoir une solution analytique de l'évolution de la température du filament en fonction du temps ou de la longueur de dépôt du filament. Et donc là, on retrouve ce qui a été évoqué ce matin, donc une exponentielle décroissante. Alors, le problème, c'est que là, on ne tient absolument pas compte de la présence éventuelle d'autres filaments à côté du filament que l'on va refroidir. Donc, on est quand même un petit peu limité avec ce modèle. Et puis, à contrario, on va aller sur des modèles 3D, donc notamment avec Costa jusqu'à Brenken, alors qui vont utiliser des codes MATLAB ou des codes métiers comme Genoa ou Abacus, moyennant quand même quelques simplifications, quelques hypothèses, notamment par exemple Costa en 2014, en fait propose un modèle 3D mais qu'il simplifie en 2D en supposant par exemple que la température dans la section du cordon est constante. C'est une hypothèse qui mérite d'être vérifiée. Mais en tout cas, on a vraiment des modèles qui vont du 1D au 3D et puis jusqu'au travail du CMF qui a été proposé et présenté récemment et donc ce matin en termes de présentation. Alors évidemment, il y a tout l'aspect mesure de température avec des avantages et des inconvénients. En ce qui concerne des thermocouples, oui, on mesure directement la température, c'est très intéressant. On peut le placer normalement plus ou moins où on veut. Par contre, c'est intrusif, donc ça peut être un petit problème. Et puis, c'est surtout compliqué d'avoir une position précise. Et si le thermocouple est amené un peu à bouger, pour pouvoir comparer avec de la simulation, ce n'est pas toujours évident. L'autre approche, c'est les méthodes de mesure infrarouge de type pyromètre ou bien sûr caméra. Donc là, on a évidemment des mesures qui sont non intrusives, faciles à mettre en place. Pour autant, on va mesurer normalement qu'une température de surface et puis on ne mesure pas normalement une mesure directement de la température, mais on mesure un flux radiatif qu'il faut convertir en température. Et ça, ce n'est pas sans poser problème, notamment pour des polymères semi-transparents, puisque dans ces cas-là, si le matériau n'est pas opaque d'un point de vue optique, dans les gammes de longueur d'onde considérées, eh bien, il faut trouver une solution. Alors, soit on règle une émissivité à la caméra de telle sorte que ça colle bien avec ce que l'on observe, ou alors une autre solution, c'est de faire des calibrations un peu spécifiques. Donc ça, il faut faire attention à ces matériaux semi-transparents dont le PIC ou le PEC font partie d'ailleurs. Alors, la deuxième partie qui nous a intéressé, c'est l'adhésion. Qui dit adhésion dit déjà un problème de coalescence. Donc là, la croissance de la longueur de l'interface que vous avez ici représentée, ce que vous voyez aussi sur une photo. Vous avez bien les porosités entre chaque filament. Et puis, vous avez là une interface commune entre les cordons suivant les axes verticaux ou horizontaux. Alors, les modèles qui sont utilisés généralement pour prédire cette coalescence sont des modèles qui nous disent que donc la dérivée là, de Y qui est dans cette direction verticale va dépendre d'une composante matériau et puis d'une composante géométrique. Donc ça a été développé initialement par Frenkel dans les fins des années 40. Et puis ensuite, d'autres modèles ont suivi, des modèles un peu plus évolués en termes de coalescence, cette fois-ci de cylindres, notamment avec des Fauchy,
ou encore tout simplement le développement de code CFD. On en a eu encore un exemple ce matin, où évidemment là c'est le cas le plus précis pour prédire la coalescence. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que quand on considère la prédiction de deux cylindres qui vont coalescer dans un four, par exemple, et qu'on regarde la simulation, en général, ça fonctionne bien. Pour autant, dans la littérature, on s'aperçoit que dès que l'on va regarder la coalescence pour plusieurs filaments, hein, donc dans un cas réel de fabrication de pièces, et qu'on regarde la prédiction, ça marche un petit peu moins bien. Donc là, il faut se poser un peu la question sur la pertinence du modèle ou alors sur le modèle thermique qui a été utilisé, pourquoi pas. En tout cas, dans tous les cas, il faut absolument connaître la tension de surface et la viscosité, et si possible en fonction de la température. Et ça, la tension de surface en fonction de la température, surtout pour des PAEK, ce n'est pas ce qu'il y a de plus connu et de plus facile à déterminer. Enfin, l'adhésion, c'est aussi la cicatrisation à l'interface du polymère. Donc là, on utilise généralement dans la littérature, et ce que l'on fera également, c'est la théorie de reptation, hein, la diffusion de chaînes à l'interface. Et là, le degré de cicatrisation s'exprime suivant cette relation, hein, donc du T sur temps de reptation à la puissance 1 quart, sachant que ce temps de reptation va suivre souvent une loi arrhénienne en fonction de la température. Alors, cette étude, elle va donc se focaliser sur les transferts de chaleur et voir comment on va modifier l'adhésion qui se décompose en une étape de coalescence et de cicatrisation de l'interface. L'ensemble étant évidemment très important pour la bonne qualité de la pièce, hein, il faut une bonne adhésion entre les filaments. Alors, ce travail va s'articuler sur deux aspects. Tout d'abord, le développement d'un dispositif instrumenté, donc on va pouvoir faire des mesures de température, et puis de l'autre côté, une approche par simulation, l'objectif étant bien sûr de pouvoir comparer l'expérience et la réponse donnée par le modèle. S'ensuit également une étape de caractérisation des propriétés thermophysiques, puisqu'il faut absolument alimenter le code de simulation, et l'ensemble de ces trois points vont conduire à ce que nous espérons en tout cas, une meilleure compréhension du phénomène d'adhésion et puis de voir comment est-ce qu'on peut cibler la fenêtre procédé et donc en l'occurrence, quels vont être les paramètres procédés qui vont être les plus influents dans l'obtention d'une bonne pièce et donc en l'occurrence ici d'une bonne adhésion interfilament. Alors, en ce qui concerne l'étude des transferts de chaleur, donc voilà ce que nous avons développé, ce qu'en tout cas Arthur a développé dans le cadre de sa thèse, hein, puisqu'il va se soutenir dans quelques mois. Donc, il s'agit d'une imprimante 3D que nous avons entièrement développée au laboratoire, avec une chambre chauffante qui permet de chauffer jusqu'à 200 degrés à peu près. Bon, l'extrudeuse, on va jusqu'à 400-450 degrés, on peut même aller un petit peu plus. Et puis, on a également un plateau chauffant qui, lui, peut monter à 250 degrés. Le filament ici a été de 1 mm. Alors, on l'a fait un petit peu, on utilise un filament plus gros que ce que l'on peut trouver par ailleurs, tout simplement parce qu'aussi, il faut qu'on puisse avoir plusieurs pixels de la caméra infrarouge sur le rayon, sur le diamètre du filament. Donc, c'est un petit peu plus simple. Donc là, vous avez la chambre, l'extrudeuse ici, et puis là, tout le système de contrôle, puisque cette chambre, elle est chauffée à la fois par le plateau et puis par de l'air chaud initialement pour arriver à la bonne température. Alors, d'un point de vue plus schématique, voilà ce que l'on obtient. Donc, vous avez donc le plateau chauffant, l'impression de la pièce, hein, donc le dépôt des filaments que vous avez ici. Alors, nous, pour pouvoir vraiment étudier les phénomènes thermiques le mieux possible, on s'est limité à un mur de monofilaments. Hein. On aurait même voulu faire plus, mais le temps nous a un petit peu manqué. Et puis, vous avez l'extrudeur qui est ici avec la buse. Et puis, on a mis des volets, des volets qui sont mobiles et qui vont permettre à la chambre de bien rester en température, tout simplement pour assurer des conditions aux limites les plus reproductibles possibles. Alors, vu de 90 degrés, hein, si on se tourne, on a la caméra infrarouge qui va mesurer donc la température de surface sur le côté de notre mur.
Et pour pouvoir faire ça, bon, bah, évidemment, il faut une fenêtre qui est transparente. Alors, transparente à la gamme de longueur d'onde intéressante. Hein, donc, on va prendre une fenêtre de fluorure de calcium qui a une très, très bonne transmission dans la gamme de longueur d'onde, donc entre les 1 et 5 microns à peu près en termes de longueur. En termes de simulation, maintenant, nous avons utilisé une équation de transfert de chaleur non linéaire, donc avec des propriétés thermophysiques qui sont dépendantes de la température. En termes d'approche 3D, 2D, en fait, on s'est rendu compte lors d'une analyse adimensionnelle de l'équation de transfert de chaleur qu'on pouvait faire cette simplification 3D, 2D vers le 2D, hein, comme vous pouvez le voir ici, tout simplement si le temps de dépose du filament, hein, d'un filament, était supérieur à cette expression-là. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, mais en fait, on compare les nombres de Fourier dans la direction X et dans la direction X qui est l'axe des filaments et dans la direction de Y. Et il faut que ce nombre de Fourier soit inférieur, très petit dans la direction X par rapport à celle suivant Y. Et ça, c'est vrai dans cette condition-là. Et pour les paramètres thermophysiques que nous avons et vitesse d'avancée de la buse, c'est vrai au bout de 0,01 seconde. Donc en fait, on en est arrivé à considérer une simulation en 2D. Cette simulation, on l'a fait sous COMSOL Multiphysics avec donc des domaines qui vont être activés au fur et à mesure. Hein. Donc vous avez alors, des filaments qui ont volontairement cette forme-là, hein, un petit peu rectangulaire, enfin, et arrondi aux angles, parce que c'est ce qu'on a obtenu en termes de pièces. Donc, on a voulu respecter la forme du filament. Et donc, vous voyez, on a les couches qui s'empilent avec à chaque fois des résistances thermiques de contact, alors qui sont de petites valeurs parce qu'on s'est rendu compte que normalement, il y avait un très bon contact thermique. Et pour une couche donnée, on a une température d'extrusion. Comme condition à la limite, ici, on va mettre un coefficient d'échange avec une température de chambre. Et puis, on va faire, et donc les filaments vont apparaître au fur et à mesure. Donc, voilà les paramètres que l'on utilise pour COMSOL multiphysique, hein, donc les paramètres on va dire, de référence. Et on tourne autour de ces paramètres-là, hein, pour voir un peu l'effet sur ensuite les températures. Alors, en termes de résultats, le premier résultat qui nous a semblé important, c'est déjà la mesure de la température de chambre. On s'est rendu compte qu'en mettant un thermocouple, alors entre 5 et 10 mm du mur en cours de dépôt, eh bien, on s'est rendu compte que la température de chambre localement, elle varie. Et elle varie tout simplement parce que lorsque la buse s'approche du thermocouple, eh bien, on va faire augmenter la température, puis quand elle s'éloigne, la température diminue. Et donc, vous avez quelque chose qui est quand même très périodique. Hein, et vous voyez ici, là, finalement, un triangle, là, ça correspond à un dépôt de couche. Hein, dépôt de la couche se refroidit, et puis la couche suivante arrive, etc. Et donc, on peut quand même noter qu'on a des variations de température de chambre qui sont non négligeables. Hein. Ici, on varie à peu près entre 130 et 145 degrés, ce qui n'est pas négligeable à notre sens. Et donc, c'est quelque chose que nous avons ensuite introduit dans notre simulation pour pouvoir prédire la température des cordons en cours de dépôt. Alors, d'un point de vue ensuite mesure et simulation, donc vous avez ici à gauche un exemple de film donc d'un dépôt de polymère. Alors ici, hein, c'est un PEC, hein, pour ne pas le nommer. Et puis, vous avez sur la droite un exemple de simulation. Alors là, on est à des vitesses de dépôt qui sont quand même assez rapides. Et donc, l'objectif, donc vous voyez, vous avez d'un point de vue expérimental, on mesure sur ce côté-là, et puis la simulation dans la direction perpendiculaire. Et l'objectif est de pouvoir comparer la température quand on dépose ici, en ce point, donc sur la gauche, avec la température qui va être calculée donc dans la simulation sous comme ça. Alors voilà ce qu'on obtient donc pour du PEKK. Alors il faut savoir quand même que le PEKK qu'on utilise va conduire à un dépôt de polymère qui va rester amorphe, il ne cristallise pas pendant le refroidissement. Donc on ne tient pas compte de la cristallisation pour la bonne raison qu'il n'y en a pas.
Et vous voyez ici l'évolution de la température de filament. Hein, donc, effectivement, on suit bien une exponentielle décroissante. Et au bout de 30 secondes, on dépose un nouveau filament. Donc, on réchauffe, on refroidit de nouveau, et puis on réchauffe. Évidemment, au fur et à mesure, on a des choses, puisqu'on s'éloigne de plus en plus du filament que l'on regarde, le réchauffement du filament observé est de plus en plus faible. Et puis, même résultat lorsqu'on a un temps de dépose de 15 secondes entre deux filaments. Et donc là, vous voyez de nouveau le premier filament qui se dépose, le deuxième et le troisième. Alors là, par contre, on refroidit beaucoup plus lentement globalement dans le temps. Alors, la petite chose que l'on a observée, hein, c'est ces espèces de petits pics qui sont là, qui ne sont absolument pas dus au dépôt en lui-même, mais juste en fait à un artefact, à une réflexion qu'on a lorsque la buse arrive dans la zone d'observation de la caméra. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe même ici sur la figure de gauche. Donc, on sait que ces petites choses-là sont absolument pas liées à la physique du dépôt, mais vraiment à une réflexion sur la scène thermique. On compare maintenant ces résultats au modèle. Donc, voilà ce que l'on obtient donc, en pointillé vert. Donc, vous voyez que globalement, on a des choses qui sont quand même en bon accord avec l'expérience. Alors, sur les courbes de droite, on peut dire que oui, on refroidit au niveau simulation un petit peu plus vite. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Bon, on peut toujours dire qu'il y a toujours des petites incertitudes sur les paramètres thermophysiques que l'on a utilisés dans le modèle. Bon, le coefficient d'échange, on a essayé de l'optimiser, donc on sait qu'on est un petit peu au mieux de ce qu'on peut faire. Après, il y a quand même toute la difficulté d'extraction de la température à partir des images de caméra infrarouge, où là, ça peut un petit peu influencer. Mais globalement, il est important quand même de noter qu'on arrive à bien décrire ce qui se passe expérimentalement grâce à notre modèle. Et ça va être intéressant parce que pour la partie de l'adhésion, ce qui va nous intéresser, c'est de connaître la température aux interfaces entre filaments. Et ça, expérimentalement, c'est quand même relativement compliqué, même si on met un thermocouple. Un thermocouple, ça a une certaine intrusivité, hein, ça a une certaine taille. Bon, typiquement, nous, on travaille souvent avec du 80 microns, on peut travailler avec moins, mais après, c'est très difficile à manipuler. Et donc, si on a un modèle qui tourne bien, l'idée, c'est de pouvoir extraire la température d'interface entre les filaments et puis de recalculer, essayer de calculer le degré d'adhésion. Alors, c'est ce que nous avons essayé de faire par la suite. Alors, je reviens que très très rapidement sur l'adhésion. Le degré d'adhésion, c'est le degré de coalescence fois le degré de cicatrisation. En ce qui concerne la coalescence, on a donc cette expression-là que vous voyez, hein, qui est développée par Frenkel, repris et améliorée par De Fauchy pour des cylindres. Et évidemment, ce qu'il faut alimenter, là, c'est la tension de surface et la viscosité en fonction de la température. Et donc, nous, ce qu'on cherche à mesurer, c'est la longueur d'interface ici, x à un instant t, sur la longueur finale qui, pour le cas de cylindre, va être égale à 0, donc le rayon initial fois racine de 2. Et puis, évidemment, pour la cicatrisation, eh bien, là, on va avoir toute la problématique de mesure de temps de reptation en fonction de la température, puisque c'est les temps caractéristiques que nous considérons. Je ne m'attarderai pas sur ces mesures-là aujourd'hui, faute de temps. Par contre, je peux vous montrer ce que nous avons pu faire en termes de caractérisation de la tension de surface. Donc là, nous avons utilisé un appareil de mesure qui peut aller à des températures donc jusqu'à ici à 350 ou enfin même 400 degrés si on le souhaite. Donc c'est la méthode de la goutte pendante que nous avons instrumentée avec des thermocouples pour pouvoir essayer d'avoir des idées de température de la goutte qui va donc température soit sur le côté soit carrément de la goutte. Et grâce à cette méthode de goutte pendante, eh bien, on va remonter à la tension de surface. Donc, c'est ce que nous avons ici sur la droite. Donc, pour la méthode de la goutte pendante, on est dans cette zone-là du graphique. Donc, finalement, avec des mesures de tension de surface entre 320 et 380 degrés qui sont, alors, si on s'en tient aux barres d'erreur, finalement dans des valeurs quasiment constantes. Par contre, si on se met à plus basse température, alors là, on fait de la dépose de gouttes de solvant sur du PEC solide. Et là, on a une tendance beaucoup plus franche de l'évolution de la tension de surface avec la température.
Le modèle qu'on a proposé, bon, c'est un modèle avec 2 évolutions linéaires en passant par la température de la transition vitreuse. C'est ce qu'on retrouve souvent dans la littérature. Après, je vous accorde que dans cette zone-là, on pourrait très bien dire qu'on a une valeur constante entre 320 et 380 degrés compte tenu des barres d'erreur. Mais bon, on a ici fait le choix d'aller jusqu'à aussi proposer une évolution linéaire. Et donc, ce travail fait l'objet d'un article en cours d'analyse. Voilà maintenant ce que l'on obtient en termes de calcul de degrés de coalescence et d'adhésion. Donc, on va mesurer, enfin, on va en tout cas extraire de la simulation la température entre 2 cordons, quelque chose que vous avez ici en bleu, et puis on va calculer le degré de coalescence en pointillé violet, et puis le degré de cicatrisation en orange, excusez-moi. Donc, on s'aperçoit de quoi? Tout simplement que le degré de cicatrisation évolue extrêmement rapidement dans le temps, ce qui veut dire que donc, pour les paramètres, donc les paramètres de référence que j'ai cités tout à l'heure, on a une interdiffusion des chaînes qui est finalement très rapide. Par contre, le degré de coalescence, lui, évolue beaucoup plus lentement. Donc, ça veut dire que le degré d'adhésion, qui est le produit des 2 degrés là, de coalescence et de cicatrisation, il va rester à peu près à 20% de ce qui pourrait être envisagé au maximum. Alors, en termes de fenêtre procédée, et je vais arriver à la fin de ma présentation, on a choisi de regarder un petit peu quels paramètres pouvaient influencer plus ou moins fortement cette coalescence et finalement ce degré d'adhésion. Donc là, on a fait varier le temps de dépose entre 2 filaments, la température de l'extrudeur et puis la température de chambre. Alors, le cas de référence, c'est celui que j'ai surligné là, ici, et où on a donc une référence à un degré de coalescence de 20%. Et puis donc, après, on regarde un petit peu ce qui se passe quand on fait varier les paramètres que j'ai évoqués. Et donc, on voit que finalement, la température de chambre, c'est quelque chose qui est relativement important. On a intérêt à pouvoir l'augmenter dans une certaine mesure si on veut espérer améliorer le degré de coalescence. De même pour la température de l'extrudeur. Il vaut mieux augmenter un peu cette température pour gagner en coalescence. Et donc, forcément, on gagnera en cicatrisation. La température, le temps de dépose entre 2 filaments, il y a un effet quand on passe de 30 à 15 secondes. Par contre, en dessous de 30 secondes, on a très peu d'évolution. Donc finalement, les points à regarder plus particulièrement, ça va être plutôt la température de chambre et la température d'extrusion. Après, il peut y avoir d'autres paramètres, mais là, on a fait le choix de regarder que ces 3 paramètres. Voilà, j'en arrive aux conclusions de ce travail. Alors, très rapidement, pour reprendre les principaux résultats, on a pu développer un dispositif instrumenté qui nous permet de faire des mesures finalement assez fines et fiables de la température des cordons qui sont en cours de dépose. On a également pu noter donc, une température locale de chambre qu'il est bon quand même de tenir compte dans les simulations. Simulations d'ailleurs qui ont été limitées sur un modèle 2D dans COMSOL Multiphysics, et donc cette simplification, je dirais, a été justifiée grâce à une analyse adimensionnalisée de l'équation. En termes d'adhésion, donc dans le cas que nous avons considéré donc du PEC, la coalescence est le phénomène qui va limiter l'adhésion. Par contre, la cicatrisation ici était extrêmement rapide. Enfin, en termes de perspective, on veut évidemment regarder par la suite la coalescence pour d'autres formes géométriques qui peuvent être plus proches de certaines autres formes de sections qu'on a pu voir ou qu'on peut voir de la littérature, notamment en regardant aussi l'analyse de la déformation du polymère juste en sortie d'extrudeuse. Donc, on en revient au code CFD qu'on a déjà évoqué. Et puis après, de pouvoir valider, alors proposer peut-être un modèle plus évolué de degré de coalescence, parce que là, on est limité en termes de forme. On est sur des formes géométriques, de Fauchy, ce sont des cylindres. Dans la réalité, on voit qu'on n'a pas affaire en général à des cylindres. Et l'objectif, in fine, c'est de pouvoir valider expérimentalement ce que l'on aura pu développer d'un point de vue numérique. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup. Et donc, la session de questions est ouverte. Qui veut commencer? Moi, je veux bien commencer. Vas-y, Franck. Tout d'abord, Nicolas, merci pour la présentation, hein. C'était vraiment très clair et c'est un super boulot. Merci. J'avais quelques questions sur, au début, là, quand tu as présenté les hypothèses du modèle 2D. Oui. Il y a, il y a, il y a- il y avait deux coefficients de conductivité thermique Oui. différents suivant X et Y. C'est-à-dire que Oui. il y a une question d'orthotropie du matériau? Alors non, non, C'est- effectivement, là on l'a mis, on a fait volontairement le cas où on peut avoir de l'orthotropie, surtout quand on a des fibres, des fibres à l'intérieur du filament. D'accord, Alors, d'accord, sinon, le polymère, effectivement, même si même s'il peut subir un peu de cisaillement ou beaucoup, on va considérer que le polymère a des propriétés isotropes. d'accord. Après, j'avais une autre question, c'est sur l'évolution de la température de chambre Oui, que vous voyez varier. En fait, ça m'a paru effectivement assez étonnant. Et je me suis demandé si c'était pas lié peut-être à une. C'est bon, bien sûr, il y a le passage de la buse et qui finalement peut rayonner. Et finalement, la température du thermocouple voit quelque chose qui n'est pas forcément la température moyenne qu'il y aurait dans la chambre parce que finalement, elle a une inertie thermique qui doit être beaucoup plus grande et que finalement, ces fluctuations que vous voyez, ce n'est pas forcément la température de la chambre. bah, en tout cas, c'est la température que voit le polymère. Ouais, C'est pour ça que c'est finalement la température que voit le polymère. Alors, je suis d'accord que si on regarde plus loin, si on se place plus loin que la pièce qu'on est en train de fabriquer, que le mur qu'on est en train de fabriquer, oui, la température de chambre risque d'être un petit peu différente. Mais dès qu'on s'approche d'accord, oui. du mur, ben, c'est bien cette température-là Oui, que oui. voit le polymère. Enfin, en tout cas, le mur qui est en construction. Ok, ok. Après, j'avais une dernière question, c'est sur le modèle de coalescence. Oui, Donc, ce modèle de coalescence, là, c'est quelque chose qui est à la base très, très, on va dire, simpliste, qui a été développé pour des écoulements de fluide newtonien, c'est-à-dire à viscosité constante. Et du coup, là, on a plutôt des matériaux qui évoluent, et surtout, comme ils évoluent énormément avec la température, est-ce que vous avez des pistes pour essayer de l'étendre à des comportements qui seraient plus d'un matériau polymère, c'est-à-dire viscoélastique? alors ça, c'est quelque chose on s'est très vite évidemment frotté et confronté à cette problématique d'adhésion, hein, parce on a bien vu que dans la littérature, il n'y a quand même pas grand chose qui existait en termes de Ouais. modèles. Mhm. Alors, les objectifs quand même initiaux de la thèse étant plus basés sur la thermique, on n'a pas forcément creusé très fort de ce côté-là. Alors, comme je l'ai montré quand même juste avant ici, on a quand même fait un petit modèle là sous comme sol Oui, pour proposer, pour voir un petit peu ce que donnerait un code CFD, euh, pour aller d'être un peu plus proche de la réalité. Et puis, je dirais, nous, ce qui nous intéresse, on a dans l'idée de pouvoir développer oui, un petit modèle, mais je dirais plus, enfin un petit modèle, en tout cas un modèle plus peut-être semi-analytique, c'est-à-dire que sur la base des évolutions, des coalescences que l'on observe numériquement, de pouvoir après proposer des tendances globales avec des équations qui décrivent globalement d'accord. ces tendances-là. C'est clair que ce n'est pas notre fond de commerce, je dirais, d'aller regarder de manière. On n'est pas. On a des collègues mécaniciens des fluides, mais pas côté polymère. Et on sait bien qu'on a des gens, et vous avez des gens extrêmement bien connus au CMF pour ça notamment. On va prendre C'est bon, arrête. Juste Ok. en complément de ce qui vient de se dire, justement, pour Franck et pour Nicolas, justement, c'est Mehmet Boutous. Il y a le modèle de Frankel, notamment pour les cas des grains sphériques,
travail de belle humeur a étendu ça à des cas viscoélastiques avec une évolution non linéaire, ou que ce soit de l'effet visqueux, de la viscoélasticité, avec notamment un avec le Maxwell model qui a été implémenté. Il existe encore comment dirais-je, des prises en compte du comportement viscoélastique dans des modèles, mais plutôt pour des sphères, pas pour des rondins. Tout à fait. Une dernière question, Véronique qui a levé la main. Oui, alors vous m'entendez là? Oui. Très bien. Alors ce matin, j'ai mentionné que si on changeait de géométrie de pièce, on n'avait pas la même porosité. Donc j'imagine que c'est parce qu'on n'a pas la même coalescence. Pourtant, la température de la chambre et la température de la buse étaient la même. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer ce changement? J'ai une petite idée, hein, parce que nos pièces, dans un des cas, sont plus épaisses que l'autre. Est-ce que la pesanteur peut avoir un effet négligeable? Et sinon, qu'est-ce qui peut jouer? Qu'est-ce qui peut jouer? Ouais, des fois, ça dépend aussi de le gap qu'on a, le gap qu'on peut avoir entre la buse et le filament sur lequel on veut déposer notre polymère. Parce que là, nous, typiquement, on a un petit peu écrasé. Hein, donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'on a cette forme géométrique. Après, la coalescence, elle va dépendre essentiellement de la tension de surface et de la viscosité qui dépendent de la température. Voilà. Après, la géométrie va jouer forcément un petit peu aussi. Mais là, elle a l'air de jouer pas mal. Enfin, voilà. Et on le voit bien d'ailleurs dans le modèle que même, comme on dit, qui sont effectivement un peu simplistes, c'est que la deuxième partie du modèle, hein, qui est purement géométrique, ben oui, on ne va pas avoir le même terme. Hein, mon B de Y, il ne va pas être le même selon… Vous parlez de la géométrie du cordon que vous déposez là. Oui, oui. Nous, la différence, elle vient de la géométrie de la pièce qu'on imprime. Ouais, a priori, voilà, le cordon devrait être le même parce qu'on ne change pas du tout le code d'impression. Pour rebondir, j'ai une suggestion. Oui. Est-ce que ça pourrait venir aussi peut-être de la longueur des cordons différentes, ce qui fait qu'entre une passe et la suivante, le cordon précédent c'est plus ou moins refroidi? Il y a ça. C'est possible. Mais oui, ça, par contre, c'est extrêmement vrai. Hein. C'est-à-dire que la thermique, de toute façon, la thermique va piloter très, très fortement ce que vous allez déposer. Donc, si vous déposez très vite et que vous repassez d'une couche à l'autre extrêmement rapidement, oui, vous aurez, je dirais, un petit peu d'accumulation de chaleur, ce qui va forcément favoriser la coalescence. Hein. Du coup, ça doit être ça, parce que nos dog bones sont moins larges que les éprouvettes CT. Et du coup, on doit repasser plus vite d'une couche à l'autre et avoir quelque chose de plus compact. Oui, effectivement.